Chers amis, bienvenue encore une fois à Mémoire de Proulx. Cette semaine, j'aimerais vous faire connaître un personnage qui est devenu un symbole identitaire face à ce peuple docile et résigné qui étaient les Canadiens français du temps. Il se découvre, durant les décennies 1940 et 1950, un symbole identitaire en la personne d'un modeste joueur de hockey, Maurice Richard. Celui qui dira toujours qu'il ne fait que jouer du mieux qu'il peut et rien d'autre, portera le peuple sur ses épaules chaque fois qu'il foncera vers la victoire. Inconsciemment, celui que l'on surnommera le Rocket sera l'un des éléments déclencheurs de la Révolution tranquille, notamment au lendemain du 17 mars 1955, lorsqu'une foule de 10 000 personnes va descendre dans la rue pour exprimer sa colère et amorcer ainsi l'éveil d'un peuple trop longtemps endormi. À propos du Rocket, c'est Raymond Jetlife, un coéquipier, qui, impressionné par la vitesse de Maurice Richard lors des séances d'entraînement, avait pris l'habitude de dire « Attention, v'là le Rocket, la fusée ». Les journalistes ont repris l'expression, puis les partisans, et voilà que le nom a été collé. Qui est-il? Il est né à Montréal le 4 août 1921. Maurice est l'aîné de 8 enfants, 3 garçons et 5 filles. Ses parents, Onésime Richard et Alice Laramé, viennent de la Gaspésie. Onésime sera employé du Canadien Pacifique. Le petit Maurice, lui, va chausser ses premiers patins à l'âge de 4 ans. Il commence à jouer au hockey comme tous les garçons à l'époque, dans la rue, avec les amis et ses frères, puis à la petite école et dans les ligues de quartier. Mais justement, à quand remonte notre passion en nous pour le hockey? Quand a-t-on commencé à jouer au hockey au Québec? Avons-nous vraiment inventé ce sport? Je pense qu'à partir du moment où des peuples ont dû survivre à l'hiver d'abord, ensuite apprendre à apprivoiser l'hiver, l'étape naturelle par la suite, c'était de s'amuser en hiver. Il y a déjà des œuvres d'artistes peintres européens au 16e siècle qui semblent déjà évoquer cette espèce de loisir à l'extérieur, sur la neige, avec des bâtons, avec des chaussures qui ressemblent à des patins très, très primitifs. Alors déjà, on peut remonter à cette époque. Sur une base un peu plus moderne, je pense que la ville de Windsor, en Nouvelle-Écosse, s'approprie la naissance officielle du sport du hockey en vertu d'un poème qui avait été écrit par un auteur au 19e siècle. Mais la Fédération internationale de hockey sur glace dit encore aujourd'hui que Montréal est officiellement la ville d'origine du hockey, puisque les premiers reportages crédibles d'une rencontre de hockey en 1875 à l'Arena Victoria sont des manuscrits officiels. Il y a eu bien d'autres événements par la suite, comme la création d'une équipe de hockey à l'Université McGill en 1877, qui ont ajouté à la crédibilité de Montréal comme ville d'origine de ce sport. Maurice Richard étudie à l'École technique de Montréal pour devenir machiniste. Il est si talentueux au hockey que les équipes se l'arrachent. Il jouera pour 4 équipes à la fois dans différents quartiers. Le hockey junior le découvre en 1938-39. Il appartient à l'équipe de Paul-Émile Paquette. Et retenez ceci, sur les 144 points récoltés par son équipe, Maurice en a marqué à lui tout seul 133. Son entraîneur, Paul Stuart, va lui faire aussi prendre des cours de boxe, ce qui lui servira tout au long de sa carrière pour se défendre contre ses adversaires qui recourent parfois au point pour l'arrêter. Le Rocket ne sera pas du genre à commencer les batailles, mais plutôt à les finir. Maurice jouera sous la gouverne d'Arthur Terrien pour les Maple Leafs de Verdun. Il terminera les séries éliminatoires de la saison 39-40 en tête des marqueurs. Voilà le grand talent qui s'annonce. En 40-41, il est recruté par le Canadien senior. Dernière étape avant le hockey professionnel. Mais, hélas, il ne finit même pas le premier match de la saison. Il a marqué 2 buts en 2 périodes, puis il s'est blessé à la cheville gauche. Sa saison de hockeyeur est terminée. À la saison suivante, plus chanceux, il jouera une vingtaine de parties avant d'être sorti du jeu par une fracture au poignet. Ces nombreuses fractures
vont lui éviter d'aller combattre. Puisqu'on est en pleine guerre mondiale, Maurice a tenté de s'enrôler dans l'armée. On n'en veut pas à cause de la fragilité de ses os. Maurice se retrouve un emploi comme machiniste aux ateliers Angus du Canadien Pacifique à Montréal. Le 12 septembre 1942, jeune homme fringant, il épouse Lucille Norchet, la sœur de Georges, le capitaine de son équipe du temps, où il jouait pour le Paquette du Parc La Fontaine. Elle ne manquait jamais une partie le long de la bande et n'avait de yeux que pour lui. Ils eurent 5 garçons et 2 filles. Lucille va décéder en 1994. Le 29 octobre 1942, Maurice Richard réalise son plus grand rêve. Il signe son premier contrat professionnel avec le Canadien de Montréal. À propos de cette glorieuse équipe, c'est un homme d'affaires d'Ottawa qui a fondé le Canadien en 1909, Ambrose O'Brien. Mais que peut-on dire de l'équipe avant l'entrée en scène de Maurice Richard? Le lien d'affection entre le Canadien de Montréal et son public a été instantané. Il a été instantané parce qu'il y avait, dès le départ, de grands joueurs qui avaient beaucoup de charisme et qui avaient un pouvoir d'attraction très fort sur le public montréalais. Pensons à Newsy Lalonde au départ et au grand gardien Georges Vézina, dont le trophée porte encore son nom aujourd'hui. Ensuite, dans les années 20, les années 30, on bascule vers les Aurel Joliat, vers les Howie Morans, dont la mort, très jeune d'ailleurs, a bouleversé littéralement les amateurs de hockey et toute la communauté du hockey en général à travers la Ligue nationale. Donc, quand Maurice Richard s'amène au début des années 40, le contexte est favorable. Le lien est créé avec le public. On est en pleine Deuxième Guerre avec la morosité qui prévaut à l'époque. La Ligue nationale de hockey est en pleine effervescence avec ses 6 équipes. Donc, tout est prêt, en plus avec le mouvement d'affirmation nationale qui bouillonne au Québec pour la création d'un héros, Maurice Richard. Et la première saison de Maurice Richard pour le Canadien, la saison 42-43, sera écourtée malheureusement par une autre blessure à la cheville le 27 décembre. On reconnaît que c'est un bon joueur. En 16 parties, il a accumulé 5 buts et 11 points. Mais la direction commence à s'inquiéter de sa propension aux fractures. S'il continue ainsi, son premier record sera d'avoir accumulé le plus grand nombre de blessures dans une carrière. Au début de la saison 43-44, Maurice demande d'arborer un nouveau numéro sur son chandail. Il laisse tomber le numéro 15 pour le numéro 9. Pourquoi? En l'honneur de sa fille Huguette, qui pesait 9 livres à sa naissance. Malchanceux, il se disloque une épaule cette fois, ce qui le tiendra à l'écart jusqu'en décembre. Puis, l'entraîneur Dick Irvin forme une puissante équipe et un puissant trio, offensif cette fois, avec Toe Blake à l'aile gauche, Elmer Lack au centre et Maurice Richard à l'aile droite. Surnommé la punchline, le trio marque 50 buts, dont 25 par Richard, en 24 matchs en série. Le 23 mars 1944, Maurice a 5 buts et on lui donne des 3 étoiles. Ce soir-là, au milieu de l'Atlantique, écoutez bien cette anecdote, à bord d'un contre-torpilleur, un jeune matelot, Yvan Goulet, écoute le match Canadien-Toronto sur les ondes courtes. Le pointage, Maurice Richard 5, Toronto 1. Ce sera le titre des journaux du lendemain. La bataille éclate entre marins du Québec et de l'Ontario. Au fil des ans, Yvan Goulet deviendra le plus grand admirateur du hockey en constituant une impressionnante collection de spécilèges, de cahiers, de coupures, de scrapbooks, si vous préférez, sur son idole. À tel point que l'émission Le Temps de vivre de Pierre Paquette à la télé de Radio-Canada l'invita en compagnie de Maurice Richard. Cette année-là, 1944, pour la première fois en 13 ans, le Canadien remporte la Coupe Stanley. Maurice Richard, 5 pieds 10, 180 livres, devient la vedette hockey. On dit qu'il a le feu dans les yeux, le feu sacré. Son talent de franc-tireur, ses puissants coups de poignet et coups de revers précis en font un athlète spectaculaire. Il remplit les estrades partout où il passe, il devient une attraction. Mais sans ses patins, lui, le héros du peuple,
se fait petit dans ses souliers, discret, modeste, réservé, gêné. Il redevient comme tout le monde. Et l'un des épisodes qui rend le personnage si attachant est celui du 28 décembre 1944. Il doit affronter les Red Wings de Détroit en soirée. Or, toute la journée, il a déménagé des meubles avec son frère, y compris un piano, d'un 3e étage à un autre rue des Érables. Avant le match, il prévient ses coéquipiers qu'il est épuisé et qu'on ne doit pas compter sur lui. Résultat, 5 buts et 3 passes pour Maurice, 2 records battus, 8 points en un match et 2 buts en 8 secondes. Marque finale, Montréal 9, Détroit 1. C'est le genre d'exploits qui ont fait sa légende. La punchline, revenons là-dessus, Blake, Lac, Richard, multiplie les records durant la saison 44-45. Maurice Richard compte 50 buts en 50 parties. Le propriétaire des Maple Leafs de Toronto, Carey Smyth, conteste le succès de l'équipe du Canadien en temps de guerre. La moitié de ses joueurs sont enrôlés dans l'armée, ce qui n'est pas le cas des joueurs du Canadien. C'est mesquin. Cependant, Smyth reconnaîtra, la paix revenue en tout cas, que le tricolore est une puissante équipe et le Rocket le meilleur joueur de hockey de tous les temps. Durant les années 50, le Canadien connaîtra ses moments de gloire. 6 Coupes Stanley en 10 saisons. Il lui arrivera plus d'une fois d'être expulsé pour inconduite. D'un caractère bouillant, il ne faut pas lui marcher sur les patins, c'est le cas de dire. Une fois même dans un hôtel, il s'en prendra à un arbitre qui l'avait expulsé, ce qui lui a valu de Campbell une amende de 500 $. Cet incident est rapporté par Michel Forêt dans son livre « Maurice Richard » de la collection que j'aime bien, « Célébrités canadiennes ». Cet incident est annonciateur du pire qui s'en vient. Soit le 13 mars 1955. On est au Garden de Boston. En 3e période, il reste 10 minutes de jeu. Maurice tente d'enlever la rondelle à un ancien joueur du Canadien, Al Laycoe des Bruins de Boston. Laycoe donne un coup de bâton à la tête de Maurice. Le sang coule. Richard voit rouge. Il est furieux. Il engage la bataille. Les juges de ligne interviennent pour séparer les pugilistes. L'un d'eux, Clifford Thompson, saisit Richard par derrière, le Rocket se retourne, le repousse et le frappe au visage. Évidemment, la grande question à l'époque, Maurice savait-il qu'il allait frapper un juge de ligne, dont le chandail pouvait porter à confusion, étant beige? Maurice Richard lui-même, à peu près jusqu'à sa mort, a dit qu'il avait fait ce geste de façon consciente, de façon délibérée. Il savait très bien qu'un juge de ligne avait été poussé et qu'il avait frappé le juge de ligne en réaction à la persistance de ce dernier de ne pas le libérer pour aller s'attaquer à Al Laycoe. L'histoire que Maurice Richard aurait pu confondre le juge de ligne et un joueur des Bruins vient peut-être de ses coéquipiers, dont Doug Harvey, qui, en voulant plaider sa cause auprès du président de la Ligue nationale, Clarence Campbell, à l'époque, avait déclaré que Maurice Richard avait du sang dans les yeux, que c'était extrêmement difficile pour lui de savoir ou surtout de voir ce qu'il faisait. Mais il faut croire que l'honnêteté même de Maurice Richard et les récits des événements ont fait que le président n'a eu d'autre choix que d'y aller de cette sanction. 2 jours plus tard, Richard est convoqué par Campbell. Son dossier est lourd, il faut sévir. La sanction est radicale et tombe le 17 mars. Richard est suspendu pour le reste de la saison, 3 matchs et les séries éliminatoires au complet. Les journaux francophones crient au scandale et le Rocket à l'injustice. Campbell a-t-il profité de cet incident pour se venger de Maurice? Mais je pense qu'il est important de remettre dans la perspective sportive la fameuse sanction contre Maurice Richard. Il faut se rappeler qu'en 1954, lors d'un match à Toronto contre les Maple Leafs, aux dépens d'un joueur qui portait le nom de Bob Bailey, Maurice Richard avait voulu se venger d'un geste de Bailey avec son bâton, ce qui lui avait valu l'intervention du juge de ligne. Et dans les démêlés, le gant de Maurice Richard avait volé au visage du juge de ligne. Donc, il y avait déjà une mauvaise note au dossier de Maurice Richard. D'ailleurs, le journaliste Jacques Beauchamp du Montréal Matin évoquait déjà à l'époque une mauvaise tendance que Maurice Richard développait de vouloir se venger avec son bâton. Évidemment, ce qui attirait les regards des juges de ligne. Donc, quand l'incident de 1955 est survenu, le dossier de Maurice Richard était déjà
chargé et Clarence Campbell a jugé qu'il ne pouvait faire autrement que d'intervenir. Alors, le prochain match suivant la suspension de Morris a justement lieu au Forum. Il oppose les Red Wings de Détroit aux Canadiens. Campbell annonce qu'il assistera au match. Le jeune maire Drapeau lui suggère de ne pas se présenter au Forum. Une foule est massée devant l'enceinte rue Sainte-Catherine, brandissant des pancartes dénonçant le président de la Ligue nationale. Campbell ose prendre son siège durant la première période. Il est hué, on lui lance toutes sortes d'objets, il demeure flegmatique, un partisan s'approche même pour le frapper. Une bombe lacrymogène éclate sur la patinoire, les spectateurs se précipitent vers les sorties, c'est l'émeute. Les fenêtres du Forum éclatent, la foule répand sa colère dans la rue, les vitrines des magasins sont fracassées. La foule sera dispersée vers 2 heures du matin et le Canadien perdra 4-1, le plus court match de son histoire, une période de jeu. Au lendemain, les journaux sont divisés. On accuse Campbell d'avoir provoqué les partisans, des journalistes anglophones dénoncent les voyous, Maurice Richard, lui, s'adresse aux partisans à la radio, ce qui aura un effet calmant sur la grogne. Cependant, le Canadien perdra le championnat de la Coupe et, hélas, le Rocket se voit aussi ravir le championnat des marqueurs et tous les joueurs sont privés de boni. Plusieurs analystes voudront plus tard interpréter cette émeute comme un prélude à la Révolution tranquille. C'est un réveil. Mais en 1955, il s'agissait aussi et surtout de l'explosion émotive de partisans frustrés par la punition jugée trop sévère infligée aux meilleurs joueurs du Canadien et enragés par la provocation arrogante d'un dirigeant anglais, écossais d'origine, qui ne semblait pas avoir le CH tatoué sur son cœur. La saison 1955-56 s'ouvre avec un nouvel entraîneur, son ami Toe Blake, et une recrue bien précieuse à Maurice, son jeune frère Henry, qu'on surnomme le Pocket Rocket, pour sa petite taille, bien sûr. Henry aura une brillante carrière, lui aussi, tout en ayant subi constamment des comparaisons avec son grand frère. C'est en 1956 qu'on va inaugurer la tradition d'un défilé de la Coupe Stanley rue Sainte-Catherine quand l'équipe remporte la Coupe Stanley. Jusqu'en 1960, le Bleu-Blanc-Rouge remportera 5 Coupes Stanley d'affilée. Le 19 octobre 1957, au Forum, Maurice Richard, maintenant capitaine de l'équipe, marque son 500e but contre Glenn Hall des Blackhawks de Chicago. Quelques mois plus tard, Maurice a le tendon d'Achille sectionné. Il reviendra pour les séries. Le Canadien aura sa 3e coupe consécutive. Le 18 janvier 1959, Maurice est blessé à une cheville par un tir de son confrère Bernard Geoffrion. Sa saison est finie. Le Canadien remporte quand même une 4e Coupe Stanley, mais sans lui. Même les plus grands champions doivent penser un jour à se retirer de la scène. La quarantaine approche. Il est le plus vieux joueur de la Ligue nationale. La vigueur n'y est plus. Maurice est conscient qu'il est sur la pente descendante. Comment en est-il venu à prendre cette décision de se retirer? Je pense que les blessures commençaient à peser très lourd dans cette dernière portion de la carrière de Maurice Richard. Sa fameuse blessure en 58 sur un tir frappé de Bernard Geoffrion l'avait carrément mis au rencard pour la moitié de la saison. Il avait raté les séries éliminatoires et de ne pas être en uniforme pour la 4e conquête de la Coupe Stanley a sûrement eu un effet bouleversant pour lui. Il a quand même eu une bonne saison en 59-60, mais Maurice Richard pouvait-il accepter la perspective d'être un athlète, ne serait-ce que légèrement inférieur aux standards extrêmes qu'il s'était imposé lui-même? Je pense que non. Finalement, après 18 saisons de hockey, le Rocket annonce sa retraite le 15 septembre 1960. Il détient une vingtaine de records, dont le plus envié, 50 buts en 50 matchs. Tous ces records auraient été encore plus impressionnants s'il n'avait pas manqué 160 parties en carrière pour des blessures. Sur 18 ans de hockey, c'est presque 3 ans sans jouer. Il remportera 8 Coupes Stanley, dont 5 de suite, de 1955 à 60. En 1964, il est nommé vice-président du Canadien. Déçu de ne pas participer aux décisions, il démissionne en août 65.
et refuse à l'avenir tout lien avec l'organisation du Forum. Il restera en brouille jusqu'à un important changement à la direction du Canadien. Comment expliquer que cette passionnante histoire d'amour entre Maurice Richard et le Canadien de Montréal a si mal fini? Maurice Richard n'est pas le seul. C'est arrivé à Guy Lafleur, c'est arrivé même à Patrick Roy, si on regarde sur une base encore un peu plus contemporaine. Je pense qu'il y a une combinaison de facteurs qui expliquent ces difficultés à l'époque. Des athlètes comme Maurice Richard, comme Guy Lafleur, comme Patrick Roy, étaient tous des athlètes au caractère très fort, très bouillant, très passionné, très entier. Donc, des gens qui, naturellement, avaient le compromis peut-être un peu plus difficile. Je pense qu'en même temps, l'histoire du Canadien était, somme toute, encore relativement jeune dans ce qu'elle a de plus noble, de plus traditionnel, et peut-être que la direction de l'équipe à l'époque avait mal défini comment utiliser ces joueurs vedettes à des fins commerciales, à des fins promotionnelles et même à des fins communautaires. Finalement, il n'y aura que Jean Béliveau qui a un dossier parfait à ce titre, lui qui aura été le grand ambassadeur que l'on connaît encore aujourd'hui. Ronald Corey ramènera Maurice Richard au sein du Canadien comme ambassadeur en 81. Un très beau coup de sa part. Il aura également sa chronique sportive dans la presse. Mais revenons aux années 70. En 72 notamment, il tentera sa chance derrière le banc des Nordiques de Québec, qui fait partie de la nouvelle association mondiale du hockey qui veut rivaliser avec la Ligue nationale. Après 2 matchs et 2 défaites, Maurice démissionnera. Parmi les honneurs reçus, il est intronisé au temple de la renommée du hockey en 61. Son chandail, le numéro 9, est retiré et rejoint le numéro 7 d'Howie Mullins. On inaugure un aréna à son nom, un trophée portera son nom et sera remis annuellement au meilleur compteur de la Ligue. Enfin, il reçoit de hautes distinctions politiques, officier de l'Ordre du Canada en 67 et officier de l'Ordre du Québec en 85. Le plus grand honneur qu'on lui a réservé fut certes lors de la célébration de la fermeture du Forum le 11 mars 1996, 70 ans après son inauguration. Ce soir-là, Maurice Richard est ovationné pendant 16 minutes par une foule estimée à 18 000 personnes. On est tous debout. J'étais là. Jamais je ne l'oublierai. Je revoyais mon enfance, ma jeunesse, toute sa carrière dans mes souvenirs. Ému, il verse des larmes devant cette foule dont une bonne partie ne l'a jamais vu jouer pourtant. Le 27 mai 2000, à 79 ans, le Rocket est vaincu par le cancer. 100 000 personnes défileront devant sa dépouille au centre Molson, converti en chapelle ardente. Les funérailles ont eu lieu à la basilique Notre-Dame le 31 mai. « C'est un Dieu avec le diable au corps », avait dit l'animateur Roger Beaulieu en apprenant sa mort. Et le grand Félix Leclerc, qui lui aussi contribuera à nous rendre fiers, avait écrit à son sujet « Quand il lance, l'Amérique hurle. Quand il compte, les sourds entendent. C'est le vent qui patine. C'est tout le Québec debout qui fait peur et qui vit. » Maurice Richard restera encore longtemps, sinon toujours, une icône, un symbole de réussite. Avec d'autres grands personnages sportifs, son image est depuis des décennies immortalisée dans le bronze. Maurice Richard, on le sait, c'est l'idole de bien des Québécois. Mais c'est aussi une vedette ici, à Inverness. Des bronzes comme celui-là, il en existe plusieurs un peu partout à travers le Québec. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont été coulés ici, à l'Atelier du bronze, dans une petite ville de 800 habitants des Bois-Francs, que plusieurs appellent maintenant la capitale du bronze. Il y a eu un début avec la première sculpture de Maurice Richard qu'on a coulée pour l'aréna Maurice Richard. En quelle année? En 97, peut-être, quelque chose comme ça, ou avant ça. Et puis, c'est ça, c'est la sculpture sculptée par Jules Lassalle à Montréal. Ça, c'était la première. Ensuite, il y a eu avec cette sculpture-là toute une série de petites sculptures, environ 300, là, qui étaient pour la Fondation Maurice Richard.
ça a fait de boule de neige aussi, parce que devant le Centre Bell, les 4 joueurs de hockey qui sont là, c'est aussi, ça vient de chez vous. Oui, il y a eu ceux-là qu'on a fait, là, c'est 2 ans ou 3 ans maintenant, là. Comment vous expliquez qu'Inverness, une petite ville du Québec, est devenue en quelque sorte une sorte de capitale du bronze? En 1987, Gérard Bélanger a décidé qu'il partait une fonderie. C'est un sculpteur québécois. Il y avait besoin d'avoir une fonderie ici au Québec. Puis c'est Gérard qui a parti la première fonderie en 1987. Il y avait une demande, il y avait un besoin. Tu sais, tout le monde avant ça allait couler, soit aux États-Unis, en Ontario, ou bien des vieux sculpteurs comme Philippe Hébert ou d'autres allaient couler en France, en Europe. Et puis maintenant, il y a eu... Fait que ça a comme tout répatrié, m'a dit, les sculpteurs qui allaient couler à l'extérieur de la province de Québec. Et vos œuvres, on les retrouve au Québec? Est-ce qu'on les retrouve en dehors de la province aussi? Oui, écoute, à Québec, on a une trentaine de monuments installés dans la ville de Québec. Au Québec, il y en a peut-être une centaine, ou même plus que ça. On doit à peu près 200 monuments ou 200 pièces monumentales. Les plus petites, les plus grosses, là, de fait à date depuis 20 ans. Mais il y en a en Corée du Sud, il y en a à La Havane, Mobile en Alabama, il y en a en Californie, en Oregon, Alaska, il y en a plusieurs endroits, oui. Le monde soit impressionné d'arriver dans un lieu comme ici qui... tu n'en vois pas beaucoup de bronze ailleurs. Ici, tu arrives, c'est juste du bronze. Bien, merci beaucoup, M. Gagnon. Merci pour cette entrevue. C'est bien, merci. Et pour nos suggestions de lecture sur l'Odyssée de ce grand héros de notre histoire, consultez notre site Internet. Et à bientôt pour une autre page d'histoire.